Sénat. Donc vous souhaitez succéder à Madame Marion Guilloux qui a exercé un mandat renouvelé, c'est-à-dire 2 mandats de 4 ans. Qui a exercé 2 mandats de 4 ans depuis 2004 jusqu'au prochain jour. Oui. Alors vous avez exercé différentes missions que vous allez sans doute nous rappeler dans votre exposé rapidement, en sachant bien que l'INRA est le premier institut de recherche agronomique européen dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, mais aussi le côté environnemental. Enfin. Donc je vous invite, monsieur, après un bref rappel du fonctionnement de cet établissement, mais je crois que ce n'est pas là-dessus qu'on va passer du temps. Je pense que tous les membres de la commission connaissent l'INRA pour avoir éventuellement des stations expérimentales ou des laboratoires près de chez eux, dans différentes réparties sur le territoire. Donc c'est un EPST. Et ce qui nous intéresserait plus, évidemment, c'est votre projet stratégique pour gérer et développer l'INRA. Et en tous les cas, ce que je souhaite, si vous êtes retenu, c'est qu'il n'arrive pas à l'INRA les mêmes choses qu'il est arrivé à l'INSERM ou au CNRS, c'est-à-dire être transformé simplement en une agence de moyens. Vous voyez ce que je veux dire derrière ça. Je pense que vous avez gardé une certaine indépendance par rapport au projet de recherche, etc. Et donc, bien sûr, dans le contexte qu'on connaît, voir comment vous avez vécu le résultat des programmes d'investissement d'avenir, les fameux PIA, et vos coopérations dans le domaine des alliances, avec aussi le CEA, que j'oublie, et un petit sujet qui m'intéresse plus particulièrement, qui est le sujet des PGM. Connaissant la position de Marion Guilloux sur le sujet, j'aimerais savoir si vous êtes en ligne sur l'avenir des PGM. Je vois Elisabeth qui sourit, mais moi, le slogan « Non aux OGM » est une arnaque intellectuelle, je le redis posément. Il ne peut pas y avoir un certain nombre de produits, de vaccins, etc., sans des organismes génétiquement modifiés. Oui, Michel, je vais me rapprocher de ton oreille. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez en particulier de ce qui est arrivé à Colmar, sur un programme élaboré avec toutes les associations, avec toutes les précautions qu'on peut imaginer concernant le cornouer. Et donc, j'aimerais bien que vous, là-dessus, vous nous disiez quelques mots. Mais je sais que les choses forcément évolueront quand on aura 9 milliards d'habitants sur la planète pour nourrir. Comment on fait si, en plus, se conjugue le changement climatique. Voilà, vous avez la parole. On vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très honoré de m'exprimer aujourd'hui devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Honoré que le Premier ministre envisage de proposer ma nomination au Président de la République et honoré aussi que la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt aient préalablement proposé mon nom. Je suis aussi sensible au fait que c'est au Sénat que s'expriment le mieux tous les territoires de notre pays, territoires dans lesquels, vous le savez aussi bien que moi, l'INRA est profondément ancrée. Alors c'est la première fois que cette procédure s'applique à l'INRA, et c'est donc un moment particulièrement important. Et je me présente à vous à la fois comme scientifique et comme administrateur de la recherche. J'ai pleinement conscience qu'il s'agit d'un poste de haute responsabilité, tant la recherche et l'innovation ont un rôle déterminant à jouer dans une société de la connaissance. Conscience aussi que les activités de l'INRA concernent un secteur majeur de l'économie française et plus généralement un domaine, comme vous l'avez dit, l'alimentation, l'agriculture et l'environnement, qui est essentiel pour l'avenir de nos sociétés. Dans mon intervention, que je vais donc essayer de limiter un peu moins de 20 minutes, je dégagerai les points forts de mon parcours, partagerai avec vous ma vision des enjeux de la recherche agronomique et de sa place dans le système national de recherche et d'innovation, et vous exposerai enfin les grandes lignes de l'action que je conduirai si vous m'accordez votre confiance. Alors, dans ma carrière, j'ai découvert de l'extérieur puis de l'intérieur différentes facettes de l'INRA, de ses personnels, de ses activités et de ses partenaires.
En tant que doctorant, en tant que partenaire extérieur moi-même, en tant que directeur d'unité mixte de recherche, que chef de département, directeur scientifique, puis directeur général délégué. Mes activités m'ont conduit à exercer différents métiers, ingénieur, enseignant-chercheur, chercheur, gestionnaire de la recherche. Et ces métiers, je les ai exercés dans différents environnements, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Affaires étrangères, dans et avec différents organismes de recherche, l'INRA évidemment, mais aussi le CIRAD, le CNRS, l'IRD, des universités et des écoles d'ingénieurs. J'ai ainsi travaillé avec de nombreux opérateurs français, européens ou internationaux, comme avec des acteurs socio-économiques ou des porteurs d'enjeux publics et privés. Alors, mes activités personnelles ont porté plutôt sur la production, l'écologie et la biodiversité des forêts tempérées et tropicales et sur la modélisation des plantes. Elles se sont élargies à d'autres domaines. En Inde, quand j'ai eu la chance de diriger l'Institut français de Pondichéry, qui est un institut pluridisciplinaire qui allie écologie, géomatique et sciences sociales et humaines. Dans un cadre pan-européen, lorsque j'ai présidé l'Institut forestier européen, et puis à l'INRA, évidemment, comme directeur scientifique en charge du secteur des productions végétales, puis comme directeur général délégué supervisant l'ensemble de son dispositif scientifique. Dans ces dernières fonctions, à l'INRA, j'ai porté une grande attention à la cohérence entre nos orientations scientifiques nationales et leur inscription territoriale. J'ai ainsi mis en place des groupements d'intérêt scientifiques qui associent l'ensemble des acteurs publics et privés concernés. Alors je pense notamment au groupement d'intérêt scientifique biotechnologie verte, qui implique non seulement le CNRS, le CIRAD, le CEA, l'IRD et l'INRA, mais aussi des instituts techniques, des semenciers, des pôles de compétitivité et des entreprises de l'aval des filières végétales. J'ai aussi développé la fonction de programmation de l'INRA pour traiter de grands enjeux, dont certains que vous avez évoqués, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, la gestion intégrée et durable de la santé animale et de la santé des cultures ou la sécurité alimentaire. Donc à 53 ans, je me présente devant vous, fort de cette expérience et de quelques convictions. J'ai le goût de la collaboration entre disciplines, entre individus et entre partenaires qui ont des missions, des fonctions différentes, mais qui ont des ambitions et des objectifs partagés. J'ai aussi le goût des allers-retours entre l'approfondissement des connaissances, l'élargissement de leur champ, leur synthèse et leur transmission, leur assemblage, leur transformation en innovation, en savoir-faire et en application concrète. Je suis convaincu que les objets réels posent en retour de très belles questions de recherche et qu'ils méritent que les scientifiques s'y intéressent. Et puis j'ai un fort intérêt pour la coopération scientifique internationale, aussi bien parce que la recherche par essence est internationale que parce que les défis qui nous sont adressés aujourd'hui à la recherche agronomique sont de portée globale. Mesdames et Messieurs les sénateurs, si je recueille votre confiance et si je suis nommé à la tête de l'Institut national de la recherche agronomique, c'est donc cette expérience, ce sont ces compétences et ces convictions que je mettrai au service de l'INRA. Un moment particulier où je pense que nous en avons tous conscience, l'effort partagé et la solidarité nationale sont nécessaires, où les sciences de la vie ouvrent des perspectives remarquables, où il est attendu de la science qu'elle irrigue la formation et l'innovation, et de la recherche agronomique qu'elle contribue à l'émergence d'une bioéconomie et aux transitions écologiques et énergétiques indispensables. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur la manière dont je vois la recherche agronomique, qui me semble être au cœur d'enjeux majeurs. Au XXIe siècle, nos sociétés doivent relever 3 défis. Assurer la sécurité alimentaire pour 9 milliards d'êtres humains qui sont devenus majoritairement urbains, préserver les ressources naturelles, les sols, l'eau, la biodiversité, et plus généralement notre environnement, et pallier la raréfaction et le renchérissement des ressources fossiles, notamment du carbone fossile. L'interdépendance et la conjonction de ces 3 défis en renforcent l'acuité, et tous 3 interpellent l'agriculture. Ils sont au cœur des enjeux du développement durable et de l'émergence d'une bioéconomie fondée sur les usages du carbone renouvelable et sur la connaissance des régulations écologiques, ainsi que sur la conception de nouveaux systèmes agricoles et agroalimentaires que nous devons considérer dans toute leur complexité. Et relever ces défis suppose de mobiliser une science qui soit à la fois excellente, de qualité et pertinente, et qui soit belle et utile. Alors vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, le domaine stratégique de la recherche agronomique est défini par un tripode, l'alimentation, condition première du bien-être des populations humaines, et qui met en jeu un tissu d'industries agroalimentaires, l'agriculture, qui recouvre un ensemble d'activités humaines, techniques et économiques, principalement dédiées à cette finalité alimentaire, et puis l'environnement, dont les ressources et milieux sont indispensables à l'agriculture et qui sont en retour façonnés par elle,
l'environnement dont il convient de préserver la qualité et les fonctionnalités pour les générations futures. Alors ce domaine tente à s'élargir au travers d'interactions croissantes avec d'autres, ceux du climat, ceux de l'énergie, de la chimie, de la santé humaine ou du développement périurbain. Si vous m'accordez votre confiance, c'est cette vision de la recherche agronomique centrée sur le tripode alimentation, agriculture, environnement, mais aussi ouverte aux grands enjeux connexes que je viens d'évoquer, de la recherche agronomique ancrée dans les développements les plus récents des sciences de la vie, mais aussi ouverte à d'autres disciplines, et de la recherche agronomique développant des approches systémiques requises par la complexité même des questions posées que j'entends promouvoir. Alors vous le savez, ce domaine stratégique de recherche est essentiel pour la société française à plusieurs titres. J'en citerai un ici. Le secteur agricole et agroalimentaire a un point important dans l'économie et l'emploi. C'est le premier secteur excédentaire de la balance commerciale en 2011, mais nous savons tous que c'est aussi un secteur dont la fragilité et le besoin de compétitivité sont connus. C'est aussi un domaine qui est important pour les paysages, les territoires, l'empreinte environnementale, les services écologiques et pour le bien-être et la santé des citoyens. Si vous m'accordez votre confiance, l'INRA sera donc mobilisée pour appuyer par ses recherches, par ses capacités d'innovation, par ses capacités d'expertise, ses liens à la formation et ses partenariats socioprofessionnels et par un dialogue accru avec la société. Donc l'INRA sera mobilisée pour l'élaboration de nouveaux modèles agricoles et de nouveaux systèmes alimentaires. Alors vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'INRA est la deuxième institution de recherche agronomique au monde dans le champ de l'agronomie. C'est la première en Europe. Depuis l'an 2000, l'Institut a accru significativement l'impact et le nombre de ses publications, plus de 3800 en 2011, soit un accroissement de 60% depuis 2000. Il a affirmé son leadership dans l'étude des flores du tube digestif par les approches les plus récentes de la métagénomique. Il a acquis une place privilégiée en Europe où il participe à plus de 200 projets et coordonne par exemple l'initiative de programmation conjointe qui est dédiée à la sécurité alimentaire et à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Nous constatons aujourd'hui un regain mondial d'intérêt pour l'agriculture et pour la recherche agronomique, avec par exemple l'émergence de nouveaux grands acteurs scientifiques internationaux en Chine, au Brésil, en Turquie. Nous constatons aussi que des organismes plus académiques en Europe, en Grande-Bretagne ou en Allemagne par exemple, se réorientent vers la recherche agronomique. L'une de mes priorités sera évidemment de maintenir le leadership de l'Institut dans ce contexte. Vous l'avez évoqué, l'INRA est un organisme national public de recherche finalisé. Il est donc partie prenante du système national de recherche et d'innovation. Il en est l'un des opérateurs majeurs aux côtés d'autres organismes, d'établissements et d'agences dont les missions sont complémentaires. L'INRA dispose d'un patrimoine expérimental et d'infrastructures scientifiques qui sont originales et dont la pérennité et le renouvellement sont essentiels. Et avec son budget de près de 850 millions d'euros, avec ses 8500 personnels titulaires, ses 49 unités expérimentales réparties sur le territoire, ses 200 unités de recherche dont les 2 tiers sont mixtes avec d'autres organismes, avec des universités, avec des écoles ou des instituts techniques, l'INRA est au cœur d'une communauté scientifique et technique qui accueille, bon an mal an, 1800 étudiants et chercheurs étrangers et qui implique plus de 1000 agents d'autres établissements. Et donc si vous m'accordez votre confiance, je m'attacherai à faire vivre ces tensions entre mission nationale de l'Institut et ancrage territorial, entre attractivité, ouverture et entretien à long terme de son patrimoine. Je souhaite enfin souligner la diversité des missions d'un organisme de recherche finalisé. Produire des connaissances nouvelles et au meilleur niveau, bien sûr, mais aussi contribuer à l'innovation et à l'émergence de nouvelles ingénieries, éclairer les politiques publiques par la synthèse de connaissances et la prospective, assurer un vivier d'experts pour des agences dédiées, participer à la formation et à la diffusion des connaissances, et puis s'engager dans des débats sociétaux. Si vous m'accordez votre confiance, je veillerai donc à ce que l'Institut continue à remplir pleinement ses missions au sein du système national de recherche et d'innovation, et je porterai une grande attention à la qualité, à l'impact et au volume, évidemment, des productions qui sont attachées à chacune des missions que je viens d'énoncer. Alors, quelles seront mes principales lignes d'action ? Comme vous l'avez indiqué, l'INRA est dirigée depuis 2004 par un président-directeur général qui assure à la fois son pilotage interne, la présidence du conseil d'administration et les relations avec l'ensemble de la puissance publique et plus largement de la société. Nos priorités ont été fixées dans le cadre de son contrat d'objectifs 2012-2016 qui est sous-tendu par le document d'orientation 2010-2020. Je m'attacherai ici à préciser la manière dont je vois leur mise en œuvre et je propose
ainsi 2 lignes d'action animées par une méthode de travail et des valeurs affirmées. Alors la première ligne d'action que je vous propose concernera l'ingénierie de la production scientifique. J'ai dit en effet que continuer à améliorer la qualité et l'impact des productions d'instituts, qu'elles soient académiques ou tournées vers les usagers de la recherche, sera l'une de mes priorités. Et c'est en effet la clé du leadership de l'Institut, du respect dont il bénéficie aujourd'hui dans le monde et de sa légitimité dans la société. Et si vous m'accordez votre confiance, je m'engagerai sur 3 points essentiels qui permettent à un organisme public de recherche finalisé de remplir ses missions, ses compétences, sa programmation et ses infrastructures de recherche. Il me paraît effectivement important de garantir les compétences de l'Institut, sa capacité à explorer de nouveaux fronts de science et à maîtriser les trajectoires d'impact qui vont depuis la découverte et l'invention jusqu'aux applications et aux innovations. Je souhaite aussi développer la capacité de programmation d'INRA sur les grands enjeux et les grands tournants d'origine scientifique, technologique, économique, sociétale ou environnementale. Et à ce titre-là, je prolongerai le mouvement qui a été engagé par l'initiation des grands programmes dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple gestion intégrée de la santé végétale ou gestion intégrée de la santé animale ou adaptation au changement climatique. Et je veillerai à y associer davantage les partenaires de l'Institut et à ce que ces unités aient pleinement la possibilité de s'y engager. Cette capacité de programmation, je crois que vous l'avez évoqué, est effectivement essentielle pour un institut de recherche finalisé de type de l'INRA. Et troisième point, je consoliderai et organiserai les infrastructures scientifiques collectives de l'Institut parce qu'elles fondent son originalité, son efficacité et son attractivité. Vous avez évoqué tout à l'heure les investissements d'avenir. Je veillerai entre autres à la mise en place des 2 démonstrateurs préindustriels dans le champ de la métagénomique du tube digestif et dans le champ des biotechnologies blanches. Donc je veillerai à la mise en place de ces 2 démonstrateurs préindustriels et des infrastructures nationales qui ont été sélectionnées dans le cadre des investissements d'avenir et à leur bon couplage aux activités de recherche que nous avons et par ailleurs à leur ouverture et à leur rayonnement. La deuxième ligne d'action que je souhaite promouvoir ou suivre, ça consiste à promouvoir la recherche agronomique dans différents écosystèmes. Un organisme public national de recherche finalisé, ça se définit effectivement aussi par ses partenariats. Et accroître l'efficacité et le rayonnement de la recherche agronomique dans différents écosystèmes de recherche et d'innovation, aux échelles régionales, nationales, européennes et internationales, me semble effectivement essentiel dans le contexte que j'ai déjà évoqué. Si vous m'accordez votre confiance, je poursuivrai ainsi 3 actions majeures. L'internationalisation de l'Institut. Je consoliderai ses partenariats avec les autres acteurs français de la recherche et de l'enseignement supérieur et j'approfondirai ses interactions avec l'ensemble des acteurs concernés par la recherche agronomique. Premier point, tout en maintenant notre engagement ou son engagement qui est déterminant en Europe, je souhaite poursuivre l'internationalisation de l'INRA. À ce titre, en prenant appui sur les grands programmes déjà cités et sur la montée en puissance d'Agrignum, qui est un consortium de recherche et de formation agronomique et vétérinaire tourné vers l'international et qui rassemble CIRAD, l'INRA et plusieurs écoles d'ingénieurs, en privilégiant les collaborations avec les grands opérateurs homologues de l'INRA dans le monde et en privilégiant certaines régions, notamment la Méditerranée, et en amplifiant l'implication de l'INRA dans des initiatives de grande portée à l'image de ce qui a déjà été engagé dans le cadre, par exemple, de l'Alliance globale de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture, ou plus récemment de la WIT Initiative, qui est une initiative du G20 sur l'agronomie et l'amélioration génétique du blé, initiative qui est coordonnée par l'INRA en lien avec le BBSRC, son homologue britannique, et le CIMIT, qui est un centre agronomique international. En deuxième lieu, et en complément de la participation à Agrignum et dans le respect de son statut d'organisme national, j'impliquerai l'INRA de manière équilibrée dans les dynamiques nationales et territoriales de structuration du système national de recherche et d'innovation. Et je souhaite effectivement que l'INRA contribue activement aux alliances nationales de recherche, tout particulièrement, mais pas exclusivement, à l'ANVI, l'alliance qui est dédiée à la recherche environnementale, notamment à l'alimentation, à l'eau, au climat et au territoire. Et parallèlement, je souhaite développer une politique territoriale élaborée avec les partenaires, que ce soit des écoles, des universités, d'autres organismes de recherche, et qui soit déclinée dans le cadre d'espaces collaboratifs de projets respectueux des missions respectives des uns et des autres. Enfin, et puis ce dernier point est pour moi essentiel, je veillerai aux interactions de l'Institut avec l'ensemble des forces vives de la société afin qu'il continue à jouer son double rôle de pionnier et de garde-fou. Alors je pense ici à tous les acteurs des filières, des territoires et du développement agricole, les instituts techniques, les coopératives, les chambres d'agriculture et aux entreprises, notamment aux entreprises de taille intermédiaire. Avec ces partenaires, ces interactions pourront prendre appui sur des instruments existants, des unités mixtes technologiques, des pôles de compétitivité, des groupements d'intérêt scientifique et sur les 3 instituts Carnot, coordonnés par l'INRA, qualité des aliments, filière du carbone renouvelable, santé animale,
récemment créé, et puis sur le consortium de valorisation thématique d'Allenvie. La collaboration avec l'INRA doit être un facteur de compétitivité pour ses partenaires. Mais parce que cette collaboration doit respecter le caractère public de l'Institut, je favoriserai les dispositifs collaboratifs qui sont largement ouverts et qui associent des acteurs européens ayant une base recherche forte en France. Et puis j'enfonce enfin aux citoyens, notamment à ceux qui sont engagés dans le secteur associatif de la consommation ou de la protection de l'environnement. Et avec eux, je souhaite explorer de nouvelles modalités d'engagement, notamment en développant des sciences participatives. Il se trouve en fait que nos objets de recherche, les aliments, l'eau, les plantes, les animaux, leurs maladies, les abeilles, les sols, les paysages, les forêts, parlent à nos concitoyens et les impliquer davantage dans nos projets peut être une manière collectivement fructueuse de renouveler cet engagement. Alors ces deux grands axes, je souhaite les décliner selon la méthode de travail que j'ai suivie dans mes fonctions précédentes. Contact direct, respect mutuel, dialogue, solidarité collective dans la mise en œuvre des choix et des décisions. Je serai notamment attentif à tirer parti des idées et des initiatives individuelles et à toutes les comparaisons pertinentes, à favoriser des formes collégiales de gouvernance et à simplifier l'organisation de l'Institut par une compréhension partagée des fonctions et des rôles des différentes structures. Alors, cette méthode, elle vise à garantir la cohérence et la mobilisation de la communauté de travail dans un contexte exigeant où la cohésion sera un facteur de réussite et où il sera nécessaire de moderniser notre gestion et de faire évoluer notre modèle économique de telle sorte que les ressources contractuelles contribuent à financer les dimensions collectives de nos activités. En résumé, à la tête de l'INRA, je souhaiterais que celui-ci délivre une science qui donne aux Français l'envie de la comprendre, qui donne envie à ses partenaires de collaborer et d'en tirer des résultats utiles, et puis qui donne envie aux techniciens, aux ingénieurs et aux chercheurs de rejoindre l'Institut et d'y travailler. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la vision de la recherche agronomique des missions de l'INRA que je me propose de porter dans le cadre des futures assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voici mes engagements, si vous m'accordez votre confiance et que je suis nommé à la tête de cet institut. Je vous remercie de votre attention et suis évidemment disposé à répondre à toutes vos questions. J'ai bien noté qu'il y en avait quelques-unes sur les investissements d'avenir, sur les organismes génétiquement modifiés. Non, sur les plantes. Les plantes génétiquement modifiées, ou sur les investissements d'avenir, ou sur les alliances. C'est autre chose. Avoir tenu, je sais que vous avez accéléré votre débit un peu. Je voulais, c'est une figure imposée, parce que je souhaitais que nos deux collègues qui sont en train de nous quitter, qui vont à l'office parlementaire pour le renouvellement du bureau suite à l'élection des députés, puissent vous avoir entendu. Et donc, je les autorise exceptionnellement à voter après vous avoir entendu. Voilà pourquoi il y avait une... Donc, la parole est à Madame Nicou. Oui, Monsieur Ollier, donc je vous remercie pour cette présentation tout à fait complète et intéressante sur vos projets concernant une future direction de l'INRA. Moi, j'avais deux questions concernant ce que l'on appelle ici les plantes génétiquement modifiées et non pas les OGM, puisque tu insistes sur cette appellation. Ma question est relative à la conciliation entre ces recherches sur ces plantes génétiquement modifiées et le maintien de la biodiversité, puisqu'il y a en la matière, et vous venez parler justement des abeilles, quelle influence il peut y avoir sur la coexistence entre ces plantes et le maintien des abeilles, par exemple, et d'autres éléments de notre environnement qui concernent la biodiversité. D'autant que le goût des Français pour le bio est quelque chose qui est croissant, donc comment concilier les deux? Et ma deuxième question concernera plutôt la communication des travaux effectués par l'INRA. Vous n'en avez pas tellement parlé, mais je pense que c'est important dans le rôle qu'a cet institut au niveau national et international. De quelle manière envisagez-vous de communiquer les travaux de recherche qui peuvent être effectués par cet institut pour rendre les choses plus accessibles aux Français? Merci, je crois qu'on va en prendre quelques-unes, et puis après, parce qu'il risque d'y avoir des recouvrements sans doute. Monsieur Pierre Hérisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Houillet, ma question porte, tout d'abord, merci pour
votre présentation et la détermination qui est la vôtre à travers vos propos. Je voudrais vous interpeller sur, étant moi-même membre d'un comité de bassin, au moment où les agences de l'eau présentent et proposent aux différents comités de bassin le 10e programme, je crois que nous avons à la fois une volonté exprimée par plusieurs agences. Je prends celle de Rhône-Méditerranée-Corse, 3,6 milliards d'euros pour le prochain programme 2013-2017, dont 1 milliard affecté à la protection des milieux aquatiques, qui est une répartition du jamais vu, mais qui est très importante compte tenu de la nécessité de la préservation en eau douce. Mais parallèlement, on nous dit, alors c'est pas seulement la rumeur, c'est aussi peut-être avec, j'allais dire, l'ambiance générale, de vouloir localement diminuer le budget des agences et par voie de conséquence leurs moyens. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Je prendrai un exemple, votre agence qui a en plus une activité un peu internationale, puisqu'elle est à proximité du lac Léman, mais le long du fleuve Rhône, celle de Thonon-les-Bains, où on s'inquiète, malgré la contribution des collectivités locales et territoriales apportée au maintien de ces activités tout à fait remarquables dans ce secteur-là, qu'en est-il de ces risques de voir ces diminutions de moyens, précisément au moment où les agences portent leurs efforts? Et puis, je crois que pouvons-nous compter sur votre soutien appuyé, mais là c'est le membre d'un conseil d'administration de l'agence et du comité qui parle, si, quelles que soient les majorités en place, je prends quelques précautions verbales, s'il y avait à nouveau, vous voyez, je vais loin dans mes précautions verbales, des mauvaises pensées quant à des prélèvements sur le budget des agences par le Parlement ou par le gouvernement. Tu veux dire s'il y avait des récidivistes, c'est ça? Monsieur comment? Non, mais s'il y avait des récidivistes, je n'ai pas dit je. Monsieur Claude Berry-de-Basse. Oui, je voudrais également vous remercier pour la clarté de vos propos et je souhaiterais avoir un peu plus de précision sur, vous nous dites vouloir développer une politique territoriale plus proche, je dirais, de nos territoires. Qu'est-ce que vous entendez par là et quels seraient les moyens que vous mettriez en œuvre? Merci pour la concision de la question. La parole est à Madame Lamure. Je suis sûr qu'il va suivre ton exemple. Merci, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous avez indiqué que l'INRA était le 2e institut au monde, ce qui est évidemment une source de fierté. Et vous avez évoqué dans vos propos des partenariats, mais sans forcément les développer. Moi, j'aimerais savoir si vous pratiquez une forme de partage de connaissances avec d'autres instituts au monde. Et où sont plus particulièrement vos points d'accord ou vos points de désaccord dans les objectifs que suivent ces différents instituts? Ok. Monsieur César. Monsieur le Président, moi, je voudrais remercier Monsieur Houllier de sa présentation aussi, qui a été excellente. Mais j'ai deux ou trois questions. Vous avez dit plusieurs fois, si vous me faites confiance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne vous fait confiance, a priori. Mais c'est qu'a priori. Je voulais vous demander, est-ce que si vous êtes nommé président des directeurs général, sur qui allez-vous vous appuyer? Vous avez un conseil d'administration qui définit les orientations. Comment fonctionnez-vous? Ce serait intéressant de pouvoir savoir comment fonctionne l'INRA au niveau justement de son conseil d'administration. Deuxième question qui rejoint celle du président à l'instant, M. Raoul, concernant la recherche et en particulier ce qui s'est passé à Colmar. Roland Courteau est parti aussi, mais nous sommes tout à fait intéressés pour savoir ce qui s'est passé à Colmar, alors qu'un protocole avait été signé avec tout le monde et nous n'avons pas du tout apprécié le saccage des plans qui ont été donc mis en place par l'Institut INRA de Colmar. Et nous avons aussi, là je parle au titre de responsable du groupe viticole, tous les problèmes de Cournouet qui se posent et aussi de la flamme essence dorée
Et je voulais savoir si vous travaillez en partenariat en particulier avec donc la protection des végétaux, ou du moins ce qui en reste. Oui, Monsieur Ollier, merci de votre présentation également. Dans quelques années, la Terre donc devra nourrir 9 milliards d'habitants. Pensez-vous que cela est possible actuellement et comment ce défi est-il possible à relever sans faire appel au PGM? Et deuxième chose, les retenues d'eau, alors c'est autre chose, les retenues d'eau l'hiver, afin d'éviter de puiser dans les nappes phréatiques l'été. Alors on en parle beaucoup, ça fait des années qu'on me dit oui mais c'est pas possible et je crois que pourtant je ne vois pas pourquoi ce n'est pas possible. Quel est votre point de vue dans ce domaine? On continue la salve. Monsieur Châtillon. Oui, simplement, je voudrais intervenir, mais cette fois avec une casquette de président d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Agrinip Sud-Ouest Innovation. Nous avons travaillé. Tu peux parler devant ton micro. Nous avons travaillé et construit ce pôle avec l'INRA. Aujourd'hui, nous avons deux interlocuteurs. INRA Toulouse, INRA Bordeaux, avec un vice-président qui est celui de Bordeaux, mais qui était initialement à Toulouse. Donc mon souci, c'est de savoir si vous entendez continuer cette collaboration avec les pôles de compétitivité. Et tout à l'heure, dans votre dernière phrase, vous avez parlé de collaboration avec les ETI. Mais aujourd'hui, la France a un besoin évident de regroupement de PME. Les ETI, le plus souvent, ont déjà leur service de recherche et sont sûrement en rapport avec vous dans le domaine. Et je pense que les pôles de compétitivité ont un rôle majeur à jouer pour être une bonne interface dès l'instant où l'INRA est déjà associé à ces pôles. Et donc je voulais savoir si vous entendiez continuer cette politique. Je peux que te conforter, mon cher collègue Châtillon, dans cette analyse, sachant que moi aussi j'ai un pôle de compétitivité du végétal spécialisé. Donc ça rejoint tout à fait. Et tout le problème, en tous les cas, du domaine du végétal, c'est un problème de TPE, un tissu extraordinaire d'obtenteurs en même temps, enfin, qui font, je dirais, de la recherche, de l'innovation sans le savoir, comme M. Jourdain. La parole à M. Bailly et ensuite à M. Mirassou. Oui, on arrêtera là la salve, hein, parce que... Merci pour votre exposé, en m'excusant, mais des problèmes de transport est arrivé un petit peu en retard, mais je voudrais avoir votre sentiment sur un sujet qui est assez difficile quand même. Bien sûr, je connais l'INRA pour y avoir fait 2 années de suite les stages d'immersion que nous proposait notre président sur les productions végétales dans les différents organismes autour d'ici de la capitale, et puis ATEX pour tout ce qui est production animale, et également le réchauffement avec tous les essais que vous faites là-bas. Donc c'est vrai que j'apprécie votre travail, comme je vois aussi le travail que vous faites à l'INRA de Poligny, plus particulièrement en termes laitiers. Je travaille actuellement un travail difficile avec Madame Nicou qui est ici, parce que la commission prospective nous a chargé à 3 sur l'avenir des campagnes. L'avenir des campagnes à l'horizon 2030-2040. Donc on a déjà fait beaucoup d'auditions, y compris par de vos collaborateurs, enfin des gens de l'INRA, hein, donc très diversifiés. Mais pour savoir l'avenir des campagnes, elle dépend aussi quelle va être la compétitivité de ce qui est quand même important dans nos campagnes, l'agriculture. Et vous l'avez évoqué, mais à mon avis un petit peu rapidement. Est-ce que notre agriculture, et comment travaillerez-vous pour que cette agriculture en 2030-2040 soit toujours bien présente sur le territoire, mais pour qu'elle soit présente, on sait que nos voisins allemands nous ont pris pas mal de parts de marché toutes ces dernières années. On sent aussi que tout ce qu'est le sud d'Amérique, ces pays là-bas aussi sont en train de prendre aussi beaucoup de parts de marché. Alors, je crois quand même qu'il ne faut pas oublier du tout qu'on veut que notre agriculture reste compétitive, tout en ayant bien sûr la qualité. Alors, vu quand même qu'on compte beaucoup sur l'INRA, qui est une référence, je crois que ce soit pour les chambres d'agriculture dans lesquelles j'étais président pendant un certain nombre d'années, quelle est votre vision
sur les 2 ou 3 décennies qui viennent pour pouvoir faire en sorte que notre agriculture soit bien présente sur le territoire, et dans quel domaine vous pensez qu'on a le plus d'atouts? Merci. La parole est à Monsieur Mirassou. Moi, je vais émettre un propos plus généraliste qui va s'appuyer sur la reconnaissance de l'INRA par rapport à sa qualité non seulement de recherche mais également d'expertise. Et quand je dis ça, je me demande et je vous demande, sans rentrer dans une vulgarisation excessive, quel est le rôle que pourrait jouer l'INRA pour faire en sorte que l'opinion publique, d'une manière lapidaire, je vais le formuler, y voit plus clair. Quand je dis ça, je pense notamment au débat qui a commencé à être initié sur les OGM, où il faut bien se mettre à la place de ceux qui ne sont pas complètement initiés et qui ont la perception qu'on dit tout, le contraire de tout. Et je pense qu'à un moment donné ou l'autre, il faudra se donner les moyens, là comme ailleurs ou là plus qu'ailleurs, de sortir par rapport à ces gens-là d'une forme d'obscurantisme et trouver le juste milieu entre le scientisme et l'obscurantisme. Voilà, qui est ma parole éminemment philosophique. Et je crois que vous avez un rôle très important à jouer dans ce registre-là. J'ai déjà entendu cette phrase-là dans ta bouche, mon cher collègue. Oui, tout à fait. La parole aux 2 derniers intervenants, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, et pour un vote qui devrait intervenir vers 20, enfin après votre réponse bien entendu, Monsieur Bourquin et Monsieur Labbé. Monsieur Bourquin d'abord, rapidement. Oui, tout d'abord, moi je voudrais vous remercier pour votre propos liminaire de belle qualité et qui pose beaucoup de questions, mais simplement, j'en poserai simplement une, très généraliste aussi. Pensez-vous que l'agriculture française et européenne peut devenir une agriculture moderne qui préserve mieux son environnement, mais qui en même temps peut se passer des OGM? On nous présente la question des OGM comme une décision inéluctable. Et est-ce qu'on peut développer une agriculture moderne, de qualité, sans les OGM? J'aimerais bien avoir votre avis parce que vous avez abordé un peu le sujet. Si, la parole à Monsieur Labbé. Oui, j'étais retenu, excusez-moi en retard, j'ai entendu la fin de votre propos. Merci de m'excuser quand même. J'ai entendu la fin de votre propos qui m'a bien intéressé. J'aurais une question par rapport à l'agrochimie et les autorisations de mise sur le marché d'un certain nombre de molécules. On se rend compte, donc je suis la mission d'information pesticides avec intérêt, donc un certain nombre de mises sur le marché sont remises en question et d'ailleurs elles le sont dans les faits quelques années après assez souvent. Il semblerait qu'il y ait un défaut de contre-expertise et d'une contre-expertise qui soit indépendante et si possible publique. Alors est-ce que vous, à la tête de l'INRA, vous pourriez, avec les moyens qui vont avec, être à même d'assurer cette contre-expertise neutre, indépendante et tenue par le secret, parce qu'on nous met toujours en avant maintenant les secrets de fabrication, on ne peut pas donner tous les éléments. Donc je pense qu'il y a besoin d'un organisme public ou parapublic qui pourrait être celui-là. Je voudrais savoir quel est votre point de vue, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Houllier, vous avez la parole. Vous avez vu cette salve de questions. Il y a en tous les cas un thème qui revient relativement souvent dans l'ensemble, que ce soit chez Madame Nicot, chez Martial Bourquin, sur nourrir la planète, etc. Et accessoirement, évidemment, on retombe sur l'intérêt des PGM. Bon, je vous laisse mettre de la réponse parce que, vu le nombre de questions, bon courage. Mais écoutez, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais tâcher effectivement de répondre de manière groupée à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. En tout cas, si je n'arrivais pas à le faire dans le temps qui est imparti, j'ai bien noté que vous en avez posé un assez grand nombre. Elles témoignent de votre intérêt et je pense que mes collègues et moi les avons notées. Donc si jamais je n'y répondais pas, je m'attacherai à le faire dans les semaines qui suivent. Une des premières questions que vous avez posées concerne la communication de nos travaux. Alors, ce n'est pas, je reviendrai après à la question des organismes et des PGM. Sur cette question de la communication de nos travaux, nous avons conscience du fait, effectivement, que les citoyens sont en attente. Alors, pas que les citoyens, les entreprises, les filières, enfin bon.
Et donc on est dans un processus de refonte de notre site Internet avec l'idée d'avoir un site qui nous permette d'assurer transparence et pédagogie et d'avoir une entrée qui soit plus par très grande thématique. Et donc je pense que sur un site de ce type-là, vous trouverez effectivement des réponses alors à certaines questions que vous n'avez pas posées, comme adaptation au changement climatique, ou des questions du type de celles que vous avez posées sur que faites-vous sur tel domaine, sur les abeilles, que faites-vous sur les sols, on nous pose souvent la question des sols, que faites-vous sur l'eau. Donc ça, c'est une réponse un peu technique, mais je crois que c'est effectivement important pour un institut comme l'INRA que d'avoir cette capacité à dire ce qu'il fait et à dire aussi ce qu'il a trouvé et ce qu'il sait. Et les deux choses sont un petit peu différentes. Sur quoi travaillons-nous, sur quelle recherche menons-nous et quels résultats avons-nous obtenus? Il y a bien deux temps un peu différents là dans notre action et je pense qu'il est nécessaire que nous rendions mieux visible notre action en la matière. Sur la question des plantes génétiquement modifiées maintenant, parce que c'est effectivement une question importante et qui nous est régulièrement posée. Alors, tout d'abord, un premier commentaire sur ce qui s'est passé à Colmar. À Colmar, nous avons effectivement pris toute une série de dispositions pour consulter très tôt, très à l'amont, l'ensemble des parties prenantes. Nous n'avons pas souhaité que ces parties prenantes décident de ce que nous ferions, mais nous avons entendu leurs messages et nous avons adapté les protocoles, les façons de travailler aux suggestions qui avaient pu être faites ici ou là. Et nous l'avons fait en responsabilité, en transparence. Tellement en transparence qu'on avait même désigné de façon très claire les 35 mètres carrés qui ont été arrachés puisque c'était parfaitement connu. Donc tout ça a été construit de manière très, très ouverte et très transparente. Et pour être sincère, nous sommes choqués, nous avons été choqués et nous restons choqués de cet arrachage. Et donc de ce titre-là, nous l'avons exprimé par les voies usuelles en portant plainte. Donc ça, c'était peut-être sur le cas particulier de Colmar. De façon plus générale, l'Institut, après avoir sollicité son comité d'éthique au début des années 2000, son conseil scientifique en 2005, a aussi sollicité son conseil d'administration sur ce sujet. Et il est rare que le conseil d'administration de l'Institut prenne des délibérations de nature particulière sur un sujet de politique spécifique. Donc en 2007, il y a eu une décision du conseil d'administration qui a arrêté la politique de l'Institut en la matière. Et cette politique, elle se résume en fait en quatre mots essentiels. L'idée que nous devons être compétents. Il n'est pas possible qu'un organisme comme l'INRA ne soit pas compétent sur ce sujet-là. Parce que les PGM soient ou non cultivés en France, à un moment ou à un autre, nous serons interrogés. Donc il faut que nous soyons compétents. Il faut que quand nous faisons des recherches dans ce domaine, nous soyons pertinents. Et il est clair que ce n'est pas un organisme comme l'INRA de refaire ou d'imaginer des plantes génétiquement modifiées du type de celles que l'industrie est actuellement capable de faire. Mais il y a différents types de plantes génétiquement modifiées. Vous avez les plantes actuellement tolérantes aux herbicides. Et nous voyons en Amérique du Nord qu'elles touchent un certain nombre de limites. Après quelques avantages positifs, on voit aujourd'hui qu'il y a des espèces de mauvaises herbes qui deviennent résistantes et on voit bien qu'il y a des difficultés. Puis vous avez un deuxième type d'OGM. Vous avez des OGM qui sont résistants, ou des PGM qui sont résistantes à des bioagresseurs. Et là, le bilan est pas forcément aussi négatif qu'il est. Et on a même eu récemment un article qui a été réalisé par un chercheur de l'INRA qui a fait une analyse de développement du coton OGM en Chine et qui montre qu'à certains égards, ça peut être, dans certaines circonstances, favorable, y compris pour certains éléments de biodiversité, parce que ça évite de mettre des pesticides en masse. Et puis vous avez d'autres types d'OGM qui peuvent arriver dans le futur, qui peuvent être par exemple des OGM qui seraient plus proches d'un bien public. Imaginons qu'il y ait à un moment ou à un autre des pistes sérieuses, et il y en existe. Vous avez peut-être vu ce que nos homologues britanniques viennent de publier hier, l'annonce d'un projet qui consiste à travailler sur la fixation bactérienne de l'azote pour les céréales. Bon, des sujets de ce genre-là peuvent être intéressants pour réduire l'usage d'intrants, l'usage de fertilisants. Donc, il nous faut, si nous choisissons de travailler sur ces sujets-là, être pertinents. Ensuite, il nous faut être parcimonieux, parce qu'effectivement, nous savons que la société ne souhaite pas, en l'état, travailler sur ces sujets. Et il nous faut être clair et transparent, c'est-à-dire dire ce que nous faisons, et puis en rendre compte ensuite. J'ajouterai juste à cette description rapide sur les travaux sur la position de l'Institut sur les organismes génétiquement modifiés, parce qu'actuellement, nous avons, l'essai de Colmar a été arraché, et donc des recherches qui seraient tournées vers l'utilisation de PGM, il n'y en a pas.
Mais si je rajouterais peut-être un point, c'est qu'en même temps, nous souhaitons pouvoir aborder des approches alternatives. Et il existe des voies conventionnelles qui permettent de traiter sur un certain nombre de traits, sur un certain nombre de sujets, qui permettent d'améliorer ou d'accélérer le progrès génétique. Vous savez peut-être que des technologies qu'on qualifie de sélection génomique, de sélection assistée par marqueurs, permettent d'accélérer très très sensiblement les procédés usuels d'amélioration des plantes. Et par exemple, sur le blé, mais nous le faisons aussi sur les bovins, parce qu'il est important de travailler à la fois sur l'animal et sur le végétal, il y a effectivement des processus de ce type-là, ou des recherches de ce type-là, qui sont conduites et qui permettent d'accélérer sensiblement le progrès génétique, qu'il soit animal ou végétal, par des voies qu'on pourra qualifier de classiques. Voilà donc un peu rapidement ce que je peux dire, peut-être sur cette question des plantes génétiquement modifiées, en complément ou en réponse aux questions que vous avez évoquées. Sur la question qui a été posée par le sénateur Hérisson sur à la fois la protection des milieux aquatiques et puis ce que nous faisons plus précisément à Thonon-les-Bains. Alors l'INRA n'est pas le seul à intervenir sur cette question des milieux aquatiques, mais nous avons effectivement un certain nombre d'unités de recherche à Thonon, sur les grands lacs, en l'occurrence alpins. Nous avons des unités de recherche sur les petits fleuves côtiers à Rennes. Nous avons des unités de recherche à Saint-Pé-sur-Nivelle en Pays Basque et qui travaillent sur différents types d'écosystèmes aquatiques. Et effectivement, nous sommes intéressés non seulement à certains égards à des questions de nature piscicole ou d'aquaculture, mais nous sommes aussi intéressés à la qualité des milieux, aquatiques. Et donc nous avons des recherches dans ce domaine-là et nous avons bien l'intention de continuer à les mener dans la mesure des moyens dont nous disposons, bien évidemment. Et s'agissant de Thonon-les-Bains, c'est effectivement un site dans lequel il y a eu un certain nombre de départs, mais dans lequel nous avons aussi procédé à un certain nombre de recrutements, et dans lequel nous pensons qu'il est important d'équilibrer les compétences que nous avons sur le fonctionnement biogéochimique du lac et les compétences que nous avons, par exemple, sur les populations de poissons qui sont présentes dans ce lac. Donc oui, clairement, Thonon-les-Bains, en plus je suis l'ancien chef du département écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques, et donc j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Thonon-les-Bains, et donc j'incite tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient savoir ce que nous faisons dans ces domaines-là à visiter cette station parce que c'est plutôt une belle station. On a failli avoir un très beau succès à vous annoncer, on l'a pas eu, mais on a une jeune chercheure de Thonon qui a été shortlistée pour être dans les candidates lauréates à European Research Council, le Conseil européen de la recherche. Donc elle est allée jusqu'aux phases finales de sélection. Une autre candidate a été sélectionnée pour l'INRA dans un autre site, mais enfin donc ça veut dire qu'on a bien en plus des gens de qualité dans cet endroit. Sur la question de la politique territoriale que vous m'avez posée, Monsieur le sénateur Béry-Débat, l'idée que nous avons, et ça n'est pas nouveau à l'INRA, c'est que comme nous sommes profondément ancrés dans les territoires, nous avons 18 centres, mais nous avons 100 sites physiques, ce qui est quand même important. Il est effectivement important pour nous de travailler avec l'ensemble des partenaires. Alors non seulement avec les partenaires socio-professionnels, et j'y reviendrai tout à l'heure à propos des pôles de compétitivité, mais aussi de travailler avec les partenaires académiques. Alors nous avions, dans les années 2000, milieu des années 2004, fait des schémas de centre qui permettaient de fixer une sorte de politique du site. Nous venons de refaire cet exercice-là il y a quelques mois. Et nous comptons nous appuyer sur ces schémas de centre pour finalement élaborer avec nos partenaires académiques, les universités, les écoles d'ingénieurs, les autres organismes de recherche, les instituts techniques qui peuvent être présents, des politiques de site. Et ce qui est important pour nous, et ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure en matière de politique de site, c'est que nous sommes essentiellement attachés et intéressés à mettre en place des espaces de projet qui soient collaboratifs et qui soient respectueux de nos missions, celles des universités, celles des écoles, celles des autres organismes de recherche qui sont présents, et puis celle de l'Institut, qui est un institut national. Donc nous souhaitons avoir des politiques de site qui, effectivement, soient conformes à nos orientations nationales. Et c'est à ce titre-là que nous avons élaboré des schémas de centre. Et nous considérons que ces politiques de site académiques, ouvertes aussi aux partenaires socio-professionnels, elles doivent dépasser la simple liste des unités mixtes de recherche que nous avons avec tel ou tel organisme. Elles doivent être plus englobantes et porter sur l'ensemble des thématiques que nous avons dans l'un ou l'autre des 18 centres de l'Institut. Alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est bien cette idée-là que nous souhaitons porter au travers de ces politiques de site. Sur la question des pôles de compétitivité, alors il doit y avoir une quinzaine, j'en ai pas la liste exacte, de pôles de compétitivité qui sont compétents en France dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou de la forêt.
Nous sommes effectivement attachés à travailler avec eux. Je ne serais pas capable en l'état de vous dire le nombre de projets que nous avons pu labelliser au travers de ces pôles de compétitivité, mais il y en a eu un nombre tout à fait significatif. S'agissant plus particulièrement du pôle que vous présidez, qui a été labellisé un peu plus tard que d'autres, c'est quand même un de ceux pour lesquels nous avons eu le plus de projets qui ont été labellisés, donc ça veut dire que c'est un pôle qui effectivement a été actif. Il s'est élargi à la région Aquitaine et nous considérons effectivement qu'il y a là un grand ensemble qui fait sens. Et pour donner un exemple un peu concret de la politique que nous avons suivie et que je souhaite que nous suivions dans les prochaines années, quand nous avons créé le groupement d'intérêt scientifique biotechnologie verte que j'évoquais au début de mon propos, et qui est un groupement d'intérêt scientifique qui vise à développer l'ensemble des technologies dont nous pouvons avoir besoin pour faire évoluer l'agriculture dans la partie végétale. Dans ce groupement d'intérêt scientifique, vous y trouvez tous les organismes publics de recherche qui sont concernés par ce sujet. Vous y trouvez par ailleurs des instituts techniques, Arvalis, Citium. Vous y trouvez des entreprises semencières, et nous sommes attachés à ce qu'il y ait non seulement les plus grandes d'entre elles, mais aussi les plus petites, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Et il y a 3 pôles de compétitivité. Il y a Céréales Vallée, il y a Grimip Innovation, et il y a le pôle de compétitivité du végétal spécialisé à Angers. Et nous avons trouvé qu'il était particulièrement intéressant d'articuler ces 2 dimensions, à nouveau une dimension nationale, parce que c'est notre mandat, et une dimension qui est plus territoriale, qui est plus liée à l'animation locale, mais parfois de portée nationale ou internationale, qui est portée par ces pôles de compétitivité. Donc nous avons bien l'intention de continuer à travailler dans cette voie. Sur la manière dont nous travaillerons, si vous me faites confiance, puisqu'effectivement, je suis ici aujourd'hui, j'attendrai votre vote avec au moins attention, et jusqu'à la semaine prochaine. Si vous me faites confiance, bon, l'INRA a une gouvernance interne qui est collégiale, et je l'ai dit tout à l'heure de façon rapide, moi j'y suis attaché. Donc il y a un collège de direction qui est actuellement formé de 2 directeurs généraux délégués, Michel Eddy et moi-même. Et donc je pense que la présence de Michel Eddy à mes côtés aujourd'hui est sans doute un signe de notre intérêt à continuer à travailler de façon collective. Il y a des directeurs scientifiques. C'est un marquage à la culotte, ça, c'est pas pareil. Ouais, on peut le voir de différentes manières. C'est du travail d'équipe. C'est du travail d'équipe. Donc il y a des directeurs scientifiques qui font partie de ce collège de direction. Il y a le directeur celui qui est délégué à l'expertise, à la prospective et aux études. Donc nous sommes attachés à cette forme collective de gouvernance. Et il y a par ailleurs effectivement un conseil d'administration qui est l'organe qui décide, qui est l'organe décisionnaire de l'Institut. Et ce conseil, bien évidemment, moi, si je suis nommé, une des premières tâches, indépendamment de la première réunion du conseil d'administration, ce sera de rencontrer les administrateurs pour savoir effectivement quelles sont éventuellement les indications qu'ils souhaiteraient que nous suivions, au-delà des administrateurs qui sont les tutelles qui sont par ailleurs présentes. Sur ce que nous faisons en matière de viticulture au sens large, alors c'est vrai qu'on travaille sur le Cournouet, pas simplement au travers des travaux que nous menions à Colmar, mais sur l'ensemble du spectre. On travaille sur la flavescence dorée. Nous avons beaucoup d'interactions actuellement sur les questions relatives au mildiou et à l'oïdium et à la création de variétés qui ne sont pas PGM, mais qui sont obtenues par des voies classiques, de variétés qui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium. Et nous espérons bien, d'ici 2-3 ans, être capables de diffuser des variétés avec des résistances polygéniques obtenues par des voies conventionnelles et qui permettront de réduire sensiblement l'usage des fongicides qui sont quand même en matière de viticulture un des points qui est critique. Sur la question de comment nourrir 9 milliards d'habitants, et un peu généralement, avant de se reposer la question des plantes génétiquement modifiées, dont je comprends qu'elles vous intéressent. D'abord, c'est un véritable défi, c'est-à-dire que nous avons su passer dans les 50 dernières années de 3 milliards d'habitants, 3 milliards et demi à 7 milliards. Nous avons su en même temps augmenter la production. Nous avons conduit dans les années passées, et nous poursuivons cet exercice, une prospective qui s'appelle Agrimonde, que nous avons conduite avec le CIRAD. Cette prospective, sous différents scénarios, indique qu'on doit pouvoir arriver à nourrir 59 milliards d'habitants en 2050 et non pas 50 milliards en 2009, donc 9 milliards d'habitants en 2050. On devrait pouvoir le faire à plusieurs conditions. La première, c'est de limiter les pertes et les gaspillages, qui sont quand même un des sujets importants. La deuxième, ce sera nécessairement de regarder nos régimes alimentaires. Si nous décidons tous de manger de façon très calorique, nous aurons certainement quelques difficultés et nous aurons à augmenter encore sensiblement plus les rendements et les surfaces. Troisièmement, nous serons obligés d'augmenter les rendements.
Il n'y aura pas d'échappatoire à ça. Et c'est un forestier qui vous le dit, quelqu'un qui est attaché à la biodiversité. Si nous n'augmentons pas les rendements, la variable d'ajustement, ce seront les écosystèmes naturels. Or, je ne crois pas que ce soit ce que souhaitent nos concitoyens. Donc, nécessairement, il y aura besoin d'augmenter les rendements d'une manière ou d'une autre. Et puis, quatrièmement, toutes les régions ne sont malheureusement pas loties de la même manière face à ces questions de sécurité alimentaire. Il y aura forcément des échanges et du commerce entre des régions qui sont plus productrices et des régions qui le sont moins. Donc à ce prix-là, je pense qu'effectivement, nous voyons que nous avons des capacités qui doivent permettre d'ouvrir 9 milliards d'habitants, mais nous ne jouerons pas sur un seul levier, nous serons obligés de jouer sur l'ensemble de ces leviers que je viens d'évoquer. Et à ce titre-là, et je reviens sur le propos que j'évoquais tout à l'heure, même si actuellement nous n'avons pas à l'INRA de travaux qui soient pour la création de plantes génétiquement modifiées, nous utilisons la transgénèse dans nos recherches, mais nous n'avons pas effectivement de projet particulier dédié à la création de plantes transgéniques. Je pense qu'il faut rester prudent et que nul n'est en situation, d'une certaine manière, d'injurier l'avenir. Nous sommes attentifs aux projets qui peuvent être menés dans d'autres régions du monde. Nous sommes attentifs à ce que font les Chinois. Nous sommes attentifs au projet que j'évoquais tout à l'heure, qui est conduit par des Britanniques et qui vise à transférer la capacité de symbiose bactérienne et de fixation de l'azote sur les céréales. Ça peut être un facteur d'amélioration des rendements. Et il faut regarder ce genre de projet-là avec attention. Sur la question, parce que vous m'en avez posé beaucoup, donc je ne suis pas tout à fait sûr d'arriver à répondre à toutes, sur la question de l'expertise sur les molécules mises en marché, je crois qu'il faut que chacun reste un peu dans son rôle. Vous avez sans doute que nous avons eu des résultats récemment sur les abeilles, qui nous ont permis de mettre en évidence qu'il pouvait y avoir un risque particulier. Le résultat que nous avons obtenu, c'est un résultat de recherche. Il est important qu'un organisme comme l'INRA s'occupe de recherche. Il y a par ailleurs des agences qui sont en charge de l'expertise. Elles sont nationales, elles sont européennes, et c'est à ces agences de conduire l'expertise et de la conduire de manière indépendante. Nous fournissons nous-mêmes un vivier important d'experts à ces agences, et donc il me paraît naturel que nous fournissions cette expertise. Mais les experts de l'INRA qui interviennent à ce titre-là, ils interviennent à titre privé. Et nous avons été amenés, dans les années passées, et je pense que c'est un point important, à élaborer une charte de l'expertise qui puisse régler à la fois ce que nous faisons quand nous réalisons des expertises scientifiques collectives sur des questions qui peuvent nous être posées par nos tutelles, par les ministères, qui pourraient nous être posées par la représentation nationale. Donc quand nous faisons des expertises scientifiques collectives, nous avons une certaine déontologie, une certaine méthode, nous nous appuyons sur des résultats de recherche. Et puis, nous avons aussi une charte de l'expertise qui permet de régler l'implication de nos chercheurs individuellement dans des expertises qui sont réalisées par les agences dont c'est le métier que de faire ces expertises d'accréditation, d'homologation des produits phytosanitaires ou des produits antibiotiques ou d'autres produits chimiques. Et je pense qu'il faut effectivement que nous sachions équilibrer nos positions et être différents, complémentaires les uns des autres. Sur la question que vous avez posée sur l'avenir des campagnes, je terminerai peut-être là-dessus, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord. D'une part, nous avons conduit il y a quelques années une prospective sur les nouvelles ruralités, qui était une prospective effectivement sur les campagnes, et y compris sur la relation campagne-ville. Clairement, pour qu'il y ait, enfin, je souscris à ce que vous avez dit. Si nous souhaitons avoir une agriculture en France, il faudra qu'elle soit compétitive. La question de cette compétitivité, quand on la regarde, on voit qu'il y a en gros deux grands types de questions qui se posent. Bon, il y a des questions qui sont liées, qu'on évoque assez régulièrement, au coût de la main-d'œuvre, à des distorsions de concurrence entre pays en Europe. Ces points-là ne peuvent pas être ignorés. Mais il y a aussi des questions qui sont relatives à l'organisation des filières en France, et que cette organisation, ce soit sur l'amont, la structuration de la production, ou que ce soit sur l'aval. Et il apparaît assez clairement, quand on discute avec nos collègues économistes à l'INRA ou à l'extérieur, qu'il y a des marges de progrès assez sensibles en matière de structuration des filières, que ce soit des filières animales, des filières du lait ou des filières végétales, qu'il y a des marges de progrès qui sont importantes. Et il est clair que l'excédent commercial que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement est un excédent commercial qui est fragile parce qu'il est fondé essentiellement sur deux segments particuliers, les produits de terroir d'un côté, dont notamment les produits de la viticulture, et d'autre part des produits de base comme les céréales que nous exportons. Et donc effectivement cette question de la compétitivité est une question qui est importante, que nous travaillons avec nos collègues économistes
en apportant nos éclairages. Ce n'est pas nous qui réglons les questions de compétitivité. Ce que nous pouvons faire, c'est apporter l'éclairage de nos économistes. Ce que nous pouvons faire aussi, ce que nous faisons par exemple, puisque tel laboratoire d'excellence dans le Grand Ouest n'a pas été sélectionné alors que nous l'aurions souhaité, nous déposons un projet structurant sur les pôles de compétitivité, sur la filière laitière, avec nos collègues de Rennes, parce que nous considérons que sur cette filière-là, qui représente donc les suites de SAFSI, on essaye de rebondir en essayant de déposer un projet structurant sur la compétitivité de la filière laitière, prise depuis l'amont agricole jusqu'à l'aval de la transformation. Voilà, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les sénateurs, des réponses dont j'ai conscience qu'elles ne sont pas forcément complètes à toutes les questions que vous m'avez posées, mais je m'attacherai avec mes 3 collègues ici présents à éventuellement répondre ultérieurement à celles qui resteraient. Monsieur Ollier, je pense qu'il y aura l'occasion de se rencontrer, ne serait-ce qu'avec le groupe d'études sur l'agriculture, et pour approfondir un certain nombre de sujets qu'on n'a pas eu le temps de creuser là. Il y avait peut-être une question de Madame Lamure, à laquelle je n'ai pas répondu. Alors, juste une petite précision. On vient de vous distribuer des bulletins. Vous répondez par oui ou par non à la question posée, n'est-ce pas? Non, mais je ne fais pas allusion au référendum. Là, il s'agit bien, est-ce que d'accepter la candidature de M. Ollier à la direction, enfin à la présidence en fait, je confonds toujours dans vos centres d'ailleurs entre un directeur, président de centre, enfin chacun son jargon, à la présidence de l'INRA. C'est oui ou c'est non, d'accord? Qu'on soit bien clair. Et c'est pas en mettant le non. Hein. La question c'est acceptez-vous la candidature? Voilà. Est-ce que je peux répondre à la question? Alors maintenant, vous avez le droit de répondre, si j'ose dire. Alors, Madame la sénatrice, je vais en profiter donc pour répondre à votre question. Nous avons effectivement, si la question posée était celle des partenariats avec des autres établissements étrangers, alors nous avons un tissu de partenariats assez important. Alors en Europe, évidemment, au titre de tout ce qui est le programme cadre, avec l'université de Wageningen, avec nos homologues britanniques, avec nos homologues allemands ou espagnols. Nous avons aussi des collaborations plus largement dans le reste du monde. Et nous considérons que les grands programmes que j'ai évoqués tout à l'heure, ces programmes sur l'adaptation au changement climatique, ces programmes sur la gestion intégrée de la santé des plantes ou de la santé animale, ces programmes sur la métagénomique du tube digestif ou la métagénomique des sols, ces programmes-là sont le support de nos collaborations avec ces organismes. Alors, quelle est notre posture? On essaye de travailler avec des organismes publics qui sont homologues à l'INRA, et donc on s'attache à pouvoir échanger des informations de nature scientifique. On a par exemple régulièrement des collaborations et des liens avec notre homologue américain qui est l'Agricultural Research Service, avec AgriFood et Agriculture Canada, et avec nos collègues britanniques. On les a rencontrés à Toulouse il y a peu de temps. Une fois par an, on a l'occasion de rencontrer l'ensemble de ces partenaires. On a des échanges de chercheurs, on co-publie 46% des publications de l'INRA. 46% des publications de l'INRA sont avec des collègues étrangers et 27% sont avec des collègues européens. Donc ça veut dire qu'entre l'Europe et le grand international, que ce soit l'Australie, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, il y a effectivement un certain nombre de choses qui se passent. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Alors, en complément, j'aurais souhaité savoir si vous aviez des désaccords profonds avec certains instituts dans le monde. C'est-à-dire, est-ce que vous ne partagez pas du tout les objectifs de certains? Je dirais que sur les grands objectifs que j'ai évoqués dans ma vision de la recherche agronomique, nous nous y retrouvons globalement. Il y a quelques différences sur 2 points. L'INRA est sans doute un des organismes, si ce n'est l'organisme, qui est le plus équilibré sur les 3 piliers du tripode que j'évoquais tout à l'heure, agriculture, alimentation, environnement. Certains sont plus agricoles que nous ne le sommes. Et donc nous essayons effectivement de bien faire valoir ces 3 dimensions-là et leurs interactions. Après, il y a aussi des différences entre ceux qui sont plus appliqués et ceux qui seraient plus académiques. Les universités, par essence, auront tendance à être plus académiques. Certains instituts qui sont nos homologues, pensons par exemple aux Brésiliens, seront un peu plus appliqués que nous ne le sommes, seront aussi parfois peut-être plus directement couplés à l'industrie et dans des situations qui nous amènent à être prudents dans les collaborations que nous pouvons avoir avec eux. Et donc nous nous attacherons avec ces différents instituts à repérer ceux qui ont en gros les mêmes valeurs ou à travailler avec eux sur des segments
d'activités, qui sont des segments d'activités qui correspondent à des biens publics, qui sont effectivement des biens publics partageables à l'échelle de la planète. Quand on va arriver sur des questions qui peuvent être plus directement intéressantes pour la compétitivité des uns et des autres, effectivement, nous aurons les uns et les autres une sorte de devoir de réserve ou un devoir de préférence dans nos collaborations. Une dernière question sur les protéines. Nous sommes obligés d'importer en France. Oui. 85% de protéines. Que pense l'IRA et que pense faire l'IRA? L'INRA, pardon. Non. C'est le bras armé. Alors, cette question des protéines, elle est effectivement importante. Nous sommes à la fois, comment dire, on peut dire je partage le constat que vous avez fait. Le constat est ennuyeux sous au moins deux angles. C'est que d'une part, il y a cette importation, et d'autre part, il y a l'agronomie. Finalement, je vous ai peu parlé d'agronomie. Mais une partie de l'intérêt des espèces qui génèrent des protéines sont qu'elles sont fixatrices d'azote et qu'elles jouent un rôle positif dans les assolements. Alors, donc, nous considérons effectivement qu'il est important de mener des recherches importantes sur les légumineuses pour faire court. Et nous sommes, quand vous comparez, si vous posiez la question, Madame la sénatrice Lamure, sur des choses qui marquent notre différence par rapport à d'autres organismes, même si l'économie agricole française utilise finalement peu les protéagineux, même si le poids a sensiblement reculé, mais pas pour des questions de recherche, principalement pour des questions de nature économique, même si donc ces choses existent, nous avons maintenu une recherche sur le poids qui est sensiblement supérieure, y compris dans le domaine de la génétique, à celle que nous trouverions chez pratiquement n'importe lequel de nos homologues européens ou étrangers. Donc nous l'avons fait dans un contexte qui était défavorable, nous le faisons à Dijon, nous avons un projet d'investissement d'avenir qui a été retenu sur ce sujet, qui s'appelle PIMUST, qui associe l'ensemble des partenaires industriels et socio-professionnels potentiellement concernés. Donc nous considérons effectivement qu'il est important de continuer à faire des recherches sur ce sujet. Mais à nouveau, nous faisons les recherches, nous ne sommes pas responsables d'un certain nombre de mesures qui sont par ailleurs déterminantes pour la décision des agriculteurs de cultiver ou non des légumineuses et ensuite de produire des protéines. Merci Monsieur Houllier. Je pense que tout le monde a pu voter. Merci en tous les cas de l'ensemble de votre présentation. Je suis persuadé que ça a même suscité d'autres questions on aura une occasion de se revoir.